1. Le leadership selon la règle d'or. La règle d'or nous enseigne à faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. La Bible nous dit cela dans le livre de Matthieu 7, verset 12. Et ce message est aujourd'hui tout aussi significatif qu'il a toujours été. Bien sûr, il s'adresse à tous. Mais quelle règle parfaite de conduite pour le leadership? Malheureusement, beaucoup de gens considèrent aujourd'hui la règle d'or comme un cliché fatigué. Pourtant, elle demeure la meilleure clé du leadership. Chez Mary Kay Inc., nous la prenons très au sérieux. Chaque décision de leadership repose sur la règle d'or. Suivre la règle d'or peut apporter le succès. Lorsque je me suis assise pour écrire un livre sur la façon dont je pensais qu'une entreprise devait fonctionner, je voulais offrir un guide pour les leaders, un modèle sur la manière de travailler avec les gens. Étant à la fois mère et grand-mère, mon instinct maternel m'a poussé à vouloir faire pour mes associés ce que toute mère souhaite faire pour ses enfants, ce qu'il y a de mieux pour elle. J'avais passé de nombreuses années à travailler pour quelqu'un d'autre, dont je savais d'expérience ce que cela signifiait d'être responsable devant une autre personne. En commençant ma propre entreprise et déterminée à instaurer un style de leadership qui suscite l'enthousiasme, j'ai juré que ma compagnie ne répéterait jamais les erreurs que j'avais vues dans d'autres entreprises où j'avais travaillé. Les gens méritent d'être traités équitablement. Je me disais toujours, si j'étais cette personne, comment aimerais-je être traité? Encore aujourd'hui, lorsque je cherche une solution à un problème humain, je me pose cette question. Et lorsque je le fais, même le problème le plus difficile finit toujours par se dénouer. Beaucoup des expériences désagréables vécues dans ma carrière précédente m'ont appris les règles de conduite avec les gens. Je me souviens d'un voyage en autobus aller-retour de 10 jours du Texas au Massachusetts avec 57 autres représentants commerciaux pour une visite à domicile d'un chef des ventes. C'était un véritable pèlerinage, censé être notre récompense pour nos performances. Ce fut un voyage éprouvant, avec plusieurs pannes d'autobus, mais nous étions prêts à endurer tout cela pour atteindre le trésor au bout de l'arc-en-ciel. Rencontrer le président de l'entreprise comme invité dans sa maison. Mais au lieu de cela, nous avons simplement eu droit à une visite de l'usine. Bien sûr, une usine peut être très intéressante et un lieu agréable pour travailler, mais j'étais venue pour rencontrer le président. Lorsque nous avons enfin été invités chez lui, nous avons seulement eu la permission de traverser son jardin de roses sans jamais avoir la possibilité de le rencontrer personnellement. Quelle déception! Inutile de dire que le trajet de retour vers le Texas fut très long et silencieux pour nous 58. Une autre fois, j'assistais à un séminaire de vente d'une journée complète, impatiente de serrer la main de notre directeur des ventes après son discours inspirant. Après 3 heures d'attente dans la file, ce fut enfin mon tour de le rencontrer. Il ne m'a même pas regardé. Il a simplement jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir combien de personnes restaient encore dans la file. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il me serrait la main. Je comprenais qu'il devait être fatigué, mais moi aussi j'étais là depuis 3 heures et tout aussi épuisée. J'étais blessée et offensée parce qu'il m'avait traitée comme si je n'existais pas. À cet instant précis, j'ai pris une décision. Si un jour je devenais quelqu'un devant qui d'autres feraient la file pour me serrer la main, je donnerais toute mon attention à la personne devant moi, peu importe ma fatigue. J'ai été très chanceuse. Mary Kay est devenue une grande entreprise et souvent je me retrouve à la tête d'une longue file de réception, serrant la main de centaines de personnes. Peu importe à quel point je suis fatiguée, je me fais toujours un devoir de me souvenir du rejet ressenti dans cette longue attente devant ce directeur des ventes indifférent. C'est pourquoi je regarde toujours chaque personne droit dans les yeux et chaque fois que possible, je dis quelque chose de personnel. Cela peut être un simple compliment. J'adore vos cheveux ou quelle magnifique robe vous portez. Mais je donne à chaque personne toute mon attention, sans laisser aucune distraction s'interposer. Chaque personne dont je serre la main est à cet instant précis la personne la plus importante au monde pour moi.
Chaque mois, un groupe de directrices des ventes indépendantes vient à Dallas pour visiter la compagnie dans le cadre d'un programme de formation. Bien que jusqu'à 400 femmes puissent participer à ces séances à la fois, je consacre toujours une partie de la journée à être en classe avec elles. Et durant leur visite, je les invite toutes chez moi pour le thé et les biscuits que je prépare moi-même. Encore et encore j'entends, Mary Kay, je n'avais jamais mangé un biscuit préparé par une présidente du conseil. Mais vous voyez, je n'ai jamais oublié le moment où nous n'avions pas été invités chez le président. C'est pourquoi je tiens à ce que mes invités se sentent bienvenus dans ma maison. Il est évident que cela compte beaucoup pour elles, car elles me disent toujours que la visite chez moi a été le moment fort de leur voyage. J'aime profondément ces femmes et j'attends chaque visite avec joie. Les nouvelles directrices des ventes indépendantes continuent de venir à notre siège social de Dallas pour une semaine d'éducation et de motivation. Elles apprécient de rencontrer d'autres femmes franchissant cette étape importante en même temps qu'elles, de prendre des photos commémoratives avec les cadres de l'entreprise et de poser à tour de rôle dans une réplique de la célèbre baignoire rose de Mary Kay. Un ancien symbole de chance datant de l'époque où les directrices faisaient la file pour le faire dans la maison même de Mary Kay. Des biscuits préparés à partir des recettes originales de Mary Kay sont servis. Les participantes reçoivent également une inspiration spéciale de la part des meilleures performeuses de la force de vente. Les dirigeants au sommet de l'échelle d'entreprise, parfois marqués par la maltraitance qu'ils ont subie avant d'y parvenir, peuvent adopter une attitude de revanche. Mon patron n'a jamais écouté mes problèmes personnels, alors ne me parle pas des tiens. Ou encore, mon patron m'a causé des ulcères, à mon tour d'en donner à quelqu'un d'autre. Une telle mentalité ne fait que perpétuer les erreurs des autres. Je pourrais raconter d'innombrables histoires de mes expériences passées. Pourtant, chose surprenante, lorsque je prends du recul pour analyser ces événements, je réalise que ces gestionnaires n'étaient pas aussi insensibles et durs qu'ils le paraissaient. Pour la plupart, c'étaient des gens capables et sincères qui croyaient vraiment bien faire leur travail. Leur faiblesse venait simplement d'un manque d'empathie envers leurs collaborateurs. Ils n'avaient pas pris le temps de se poser cette question essentielle. Que ferais-je si j'étais à la place de cette autre personne? Dans la force de vente indépendante de Mary Kay, une personne peut s'épanouir et progresser sans avoir à gravir les échelons d'une structure hiérarchique traditionnelle. Des millions de conseillères en beauté dirigent des entreprises indépendantes, gérant directement leurs clientes. Chaque conseillère définit ses propres objectifs, sa productivité et ses récompenses. L'une des expressions de ces responsabilités est le rôle de directrice des ventes indépendantes, qui bâtit une équipe, forme et guide d'autres conseillères en beauté. Le programme d'adoption. L'une des premières choses que je voulais éliminer dans mon entreprise de rêve était les territoires assignés. J'avais travaillé pour plusieurs organisations de vente directe dans le passé et je savais à quel point j'avais été traitée injustement lorsque j'avais dû déménager de Houston à Saint-Louis à cause du nouvel emploi de mon mari. Je gagnais alors 1 000 $ par mois en commission provenant de l'unité de vente de Houston que j'avais bâtie au fil de 8 années de travail et j'ai tout perdu en partant. Je trouvais injuste que quelqu'un d'autre hérite des vendeuses de Houston que j'avais formées avec tant d'efforts et de dévouement. Chez Mary Kay, nous n'avons pas de territoire. Ainsi, une directrice des ventes indépendantes vivant à Chicago peut être en vacances en Floride ou rendre visite à une amie de Pittsburgh et y recruter une nouvelle conseillère. Peu importe où celle-ci vit aux États-Unis, la directrice de Chicago continuera à recevoir des commissions de la part de l'entreprise sur les ventes au détail de cette nouvelle conseillère. Une directrice de Pittsburgh prendra alors cette nouvelle conseillère sous son aile pour la former. La nouvelle conseillère participera aux réunions locales et aux concours de vente de Pittsburgh. Bien que la directrice de Pittsburgh consacre du temps et des efforts à cette formation, c'est la directrice de Chicago qui recevra les commissions. Nous appelons cela notre programme d'adoption. Aujourd'hui, nous avons des milliers de directrices des ventes et la plupart d'entre elles éduquent et motivent des personnes de leur équipe vivant dans d'autres États.
Certaines ont des conseillères dans une douzaine d'États ou plus. Les observateurs extérieurs disent parfois: votre programme d'adoption ne peut pas fonctionner. Et pourtant, il fonctionne à merveille. Chaque directrice des ventes récolte les bénéfices des membres de son unité dans d'autres villes et aide en retour les membres d'autres équipes. Mais pourquoi quelqu'un travaillerait-il à développer une personne adoptée sans jamais recevoir de commission sur ses ventes? Demandent souvent les gens d'autres entreprises. Pourquoi devrais-je travailler pour faire progresser ton membre d'équipe dans l'échelle du succès alors que toi tu reçois toutes les commissions? Qu'est-ce que j'y gagne, disent-ils. Chez Mary Kay, cependant, de nombreuses directrices des ventes, certaines ayant jusqu'à 100 personnes adoptées, ne pensent pas ainsi. Elles se disent plutôt: je les aide, mais quelqu'un d'autre aide aussi les membres de mon unité dans une autre ville. Le système fonctionne et autant que je sache, aucune autre entreprise ne possède un modèle semblable au nôtre, mais c'est un système qu'une entreprise doit instaurer dès le départ. Je ne crois pas qu'un programme d'adoption puisse fonctionner s'il est mis en place plusieurs années après la fondation d'une société. Lorsque nous avons lancé notre programme d'adoption, beaucoup croyaient qu'il ne fonctionnerait pas, mais je savais qu'il fonctionnerait car il était fondé sur la règle d'or. Chez Mary Kay, nous l'appelons parfois le principe du Go Give, donner plus que ce que l'on s'attend à recevoir. C'est une philosophie basée sur le don, appliquée à chaque aspect de notre entreprise. Donnez plus que ce que vous espérez recevoir. Voilà l'esprit du Go Give. Chaque mois, un membre de la force de vente indépendante incarnant cet esprit est sélectionné par ses pairs pour recevoir le prix mensuel Go Give. L'un de ces lauréats mensuels est ensuite honoré du prix annuel Go Give, parce que cette reconnaissance était profondément valorisée par Mary Kay elle-même. Le prix annuel Go Give est considéré comme la plus honorable des distinctions de la force de vente indépendante, chérie et respectée à travers le monde par celles et ceux qui la méritent. Bien que je sache que notre programme d'adoption ne s'applique pas à toutes les entreprises, il sert tout de même de modèle pour tout leader souhaitant instaurer une philosophie du aide les autres. Les bons leaders ne devraient jamais voir des signes de dollars dans les yeux en considérant les gens uniquement en termes de profit. Une attitude telle que la nôtre doit imprégner toute l'organisation, du plus haut niveau de gestion jusqu'aux consommateurs. Lorsque chacun est motivé à servir les autres, tout le monde en bénéficie. De notre approche de vente, nous n'aimons pas qu'une conseillère beauté se demande: combien puis-je vendre à ces femmes? Nous préférons qu'elles pensent: que puis-je faire pour que ces femmes repartent aujourd'hui en se sentant mieux dans leur peau? Comment puis-je les aider à avoir une meilleure image d'elles-mêmes? Notre conviction est que si une femme se sent belle à l'extérieur, elle devient belle à l'intérieur aussi. Je sais ce que c'est que de passer une journée entière sur le terrain et de rentrer à la maison sans avoir fait une seule vente. Et je comprends parfaitement ce que ressent une directrice des ventes lorsqu'elle a investi tout son amour et ses efforts pour former une nouvelle recrue, seulement pour voir cette personne la quitter avant même de commencer. Au fil des ans, après 45 années dans la vente, j'ai eu ma part de déception. J'ai vécu la plupart des difficultés qu'on peut imaginer. Alors que certains dirigeants essaient d'oublier les épreuves de leur début, moi je fais un effort conscient pour m'en souvenir. Je crois qu'il est essentiel pour un leader d'éprouver de l'empathie pour les difficultés d'autrui, et la meilleure manière d'y parvenir est d'avoir soi-même traversé ces épreuves. Chez Mary Kay, les conseillères beauté reçoivent conseils et accompagnement de la part des directrices des ventes. Chaque femme débute dans notre entreprise comme conseillère beauté. Ainsi, lorsqu'elle devient directrice, elle connaît intimement les épreuves et les défis rencontrés sur le terrain. Dans le cadre de notre programme éducatif, nous enseignons à chaque directrice de se poser la question: si j'étais à sa place et qu'elle était à la mienne, comment résoudrais-je le problème? Grâce à cette double vision, les bons leaders gèrent les difficultés avec bien plus de succès que ceux qui insistent à ne voir les choses que du point de vue de leur propre rôle de superviseur.
traiter les gens équitablement. Résoudre les problèmes de gestion en appliquant la règle d'or signifie traiter les gens avec équité et selon leurs mérites, et non pas simplement les utiliser à des fins personnelles. Certains pourraient penser que cela entre en conflit avec l'objectif de rentabilité d'une entreprise, mais je crois au contraire que les deux peuvent être harmonieux. Par exemple, une personne peut demander une augmentation de salaire déraisonnablement élevée, une augmentation qui ne représente pas un juste retour pour le service rendu. Un employé pourrait plaider: ma femme a perdu son emploi et nous avons 2 enfants à l'université. J'ai besoin d'une augmentation. Un bon leader fera preuve de compassion, mais il ne peut pas toujours accéder à toutes les demandes, même les plus justifiées de ses employés. Afin d'équilibrer ses responsabilités envers l'entreprise, l'employé et le reste du personnel, chaque leader doit parfois savoir dire non. Je comprends que cela puisse être désagréable, mais au lieu d'aborder cette tâche comme une corvée, j'essaie d'en faire une situation positive. Je veux que l'employé transforme ce non en motivation pour aller plus loin. Et pour cela, j'utilise 4 étapes simples. 1. Il est impératif que chaque employé soit convaincu qu'aucune décision n'est arbitraire. Ainsi, la première chose que je fais est d'écouter, puis de reformuler la question. Cela rassure l'employé sur le fait que j'ai bien compris la portée du problème. 2. J'énonce clairement les raisons logiques pour lesquelles sa demande ne peut pas être acceptée. 3. Je donne une réponse directe et claire. Non. C'est crucial pour bâtir la confiance et le respect au sein de l'équipe. Ce n'est pas juste d'attendre que quelqu'un interprète ou devine vos véritables intentions. 4. En fait, j'essaie de proposer une alternative permettant à l'employé d'atteindre son objectif par un autre moyen. Par exemple, à cet employé hypothétique, je pourrais dire: Bill, je suis sincèrement désolé pour la perte d'emploi de votre épouse, mais savez-vous, elle est peut-être à l'aube d'une toute nouvelle carrière. Ce pourrait être l'occasion de l'aider à découvrir ses véritables talents. Dieu n'a pas eu le temps de créer de n'importe qui. Nous avons tous la capacité de grandeur. Pourquoi ne pas vous asseoir avec elle ce soir et discuter de ce qu'elle aimerait vraiment accomplir ensuite? Un bon leader affrontera ce type de problème avec sensibilité et discernement pour trouver les meilleures solutions. Mais ces solutions ne doivent pas compromettre ses responsabilités envers l'entreprise ni envers les autres membres de l'organisation. Tout comme un parent aimant écoute son enfant sans toujours lui céder, un leader doit s'efforcer de traiter chacun équitablement et de récompenser justement. Pratiquer la règle d'or ne signifie pas qu'une entreprise doive devenir une institution caritative. Et cela ne veut pas dire non plus qu'un employé ne puisse jamais être licencié ou temporairement mis à pied. Parfois, un leader doit accomplir des tâches désagréables pour le bien de l'entreprise, même si cela implique de réaffecter ou de congédier un employé. Dans ces cas, le leader doit faire preuve de la plus grande douceur et compassion, car il existe une façon juste de licencier quelqu'un selon la règle d'or. Je sais ce que c'est que de vivre dans la peur constante d'être renvoyé. J'ai travaillé autrefois avec des dizaines de femmes dans un immense bureau ouvert. L'espace contenait des rangées interminables de bureaux, dos à dos et côte à côte. C'était le chaos. Une personne parlait au téléphone d'un côté, une autre criait à travers la pièce. Un énorme cadre en noir et blanc trônait au-dessus du bureau privé du directeur. Chaque jour, vers 15h30, l'agitation s'arrêtait brusquement. La peur entrait dans la pièce. À 16 heures précises, M. X renvoyait régulièrement des employés. Nous restions assises, paralysées, attendant de voir qui serait la prochaine à tomber. Si quelqu'un était appelé hors de la pièce à cette heure fatidique, nous retenions notre souffle jusqu'à ce qu'elle revienne reprendre son poste, ce qui était notre seul signe de soulagement. Souvent, une employée revenait en larmes, vidant son bureau. La méthode de M. X consistait à renvoyer quelqu'un avec colère, souvent en criant, lui donnant 1 heure pour ramasser ses affaires et supposer qu'elle ne franchirait plus jamais sa porte.
Quand je rencontre un employé mal placé dans son rôle, j'adopte une approche très différente. Ma première démarche consiste à conseiller cette personne sur les moyens concrets d'améliorer sa performance. Je donne des suggestions et fixe des objectifs réalistes afin qu'elle puisse constater une amélioration immédiate. Mais si ces efforts échouent, je dois alors réfléchir à ce qui est le mieux, pour l'employé comme pour l'entreprise. J'ai souvent constaté qu'un employé mal à l'aise dans son poste est celui qui ressent le plus vivement cette inconfortable vérité. Par exemple, si j'avais un employé aux relations publiques incapable de parler devant un large public, une personne manquant de l'énergie nécessaire pour inspirer les autres, j'aborderais ce problème selon la règle d'or. Je pourrais lui dire, Jeanne, tu es avec nous depuis 2 ans et chaque fois que je te vois en présentation publique, je sens ton malaise. Je t'ai vu souffrir et j'aurais tellement souhaité qu'il en soit autrement. Mais Jeanne, je ne crois pas que ce poste soit fait pour toi. Nous tenons à toi. Nous voulons ton succès. Y a-t-il un autre poste que tu aimerais essayer? S'il n'y a pas d'autres défis disponibles au sein de notre entreprise, nous l'aiderons activement à trouver un poste ailleurs où ses talents seront mieux utilisés. Je ne renverrai jamais un employé comme on jette un vieux journal. Bien sûr, certains gestionnaires ne partagent pas ce point de vue. Comme M. X, il croit qu'une fois quelqu'un licencié, il faut simplement lui dire de faire ses valises et partir. Mais dans les rares cas où une telle situation risquerait d'être exploitée, je préfère encore me tromper du côté humain plutôt que du côté strictement affaires. Il faut se rappeler que la bonne santé d'une entreprise et même sa survie dépendent de sa rentabilité. Et bien que de nombreuses entreprises soient effectivement très philanthropiques, le soutien apporté aux causes civiques et caritatives dépend directement de leur capacité à fonctionner efficacement en tant qu'entreprise. Nous ne nous contentons pas de parler de la règle d'or, nous attendons de chacun qu'il la mette en pratique. Une pierre angulaire de notre culture. En tant que fondement de notre culture, nous continuons à adopter la règle d'or comme guide quotidien dans nos interactions professionnelles, tant entre employés qu'avec les membres de la force de vente indépendante. Les actions et décisions individuelles s'appuient toutes sur cette philosophie intemporelle. La règle d'or est devenue le mantra de notre entreprise pour le service personnalisé que nous nous efforçons de fournir à nos clientes. Elle continue de définir non seulement notre culture, mais aussi notre engagement envers l'excellence dans l'industrie hautement concurrentielle des cosmétiques. L'histoire des billets dorés. Il y a plusieurs années, un conférencier motivateur nous parla d'une autre entreprise qui appliquait une philosophie fondée sur la règle d'or. Il décrivit les billes de verre sur lesquelles la règle d'or était gravée. Nous trouvâmes cela fascinant, une représentation physique de notre credo. L'une de nos directrices des ventes appela cette entreprise pour se renseigner à propos de ces billes. Lorsqu'elle revint auprès du groupe, elle était stupéfaite. « Mary Kay, tu ne vas pas le croire. Mais la personne qui a eu cette idée est une conseillère beauté Mary Kay. » Au fil des années, nous avons distribué des milliers de ces billes. Lorsque je les offre, je dis toujours « Je ne peux pas vous permettre un lit de roses sans épines. Chaque jour, des problèmes viendront frapper à votre porte. Et lorsque vous ferez face à ces moments cruciaux, je veux que vous preniez cette bille dorée dans votre main et que vous vous demandiez « Comment puis-je résoudre cela en accord avec la règle d'or? Que ferait Mary Kay si elle était ici? » Bien que beaucoup de gens pensent que la règle d'or n'a pas sa place dans le monde des affaires, chez Mary Kay, elle fait partie intégrante de nos fondations. De plus, je ne crois pas qu'un leadership efficace puisse être atteint autrement. Témoignage de directrice nationale indépendante. Les principes de Mary Kay en action aujourd'hui. La règle d'or et les vraies priorités ne sont pas courantes dans la société moderne des affaires. Mais à mon avis, ces principes sont essentiels à la construction d'une entreprise Mary Kay prospère, dit Nadezhda Silchenko de Kazakhstan. Que ce ne sont pas seulement des principes de conduite éthique,
c'est un processus qui répand la bienveillance autour de soi. Angie Stoker, numéro 1 au Canada depuis plus de 5 ans, ajoute: « J'ai constaté que lorsque vous appliquez la règle d'or à vos relations d'affaires, vous ne pouvez que contribuer à élever les autres. N'est-ce pas ce que nous espérons tous, être traités comme nous aimons traiter les autres? J'aime pouvoir aider les gens à réaliser leurs rêves. Leur succès en inspire d'autres à leur tour. » Emily McLaughlin, des États-Unis, a toujours souligné la forte culture d'apprentissage de Mary Kay. Dans le monde d'aujourd'hui où la communication instantanée domine, il est essentiel d'enseigner la patience, la compréhension et la compassion envers les autres. Voilà ce qu'incarne vraiment la règle d'or. Agir ainsi crée un environnement sûr et propice à la croissance. Lorsqu'une personne a la foi qu'elle sera toujours traitée avec respect, cette confiance construit un véritable climat de confiance au sein de l'organisation. Larissa Margichvili, première directrice nationale des ventes en Ukraine et la première à obtenir une Mercedes rose, témoigne: « Apprendre la règle d'or a transformé non seulement mon style de leadership, mais tout mon mode de vie. » En fait, Maureen Leda, des États-Unis, affirme que la culture développée autour du système d'adoption unique de Mary Kay est l'une des raisons pour lesquelles nous ressentons un véritable lien de sororité à travers tout le pays.